Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième partie de mes favoris de l'année 2021. Je vais continuer avec les séries, puis les films. Au niveau des séries, je vais être brève. Il y a I May Destroy You, qui est une série anglaise qui relate le fait d'avoir subi un viol et de vivre avec, de vivre après, de découvrir qui l'a fait parce que, en l'occurrence, il y avait des amis avec elle et personne n'a été là pour la protéger. Ils étaient tous avec elle dans la soirée mais personne ne l'a soutenue. Personne n'est resté avec elle et c'est ce sur quoi elle va revenir. C'est poignant, c'est dur mais c'est une tellement bonne série. C'est criant de vérité. Ça revient aussi sur ce qui se passe en Angleterre parce que ça a été réalisé à un moment où justement en Angleterre il y avait beaucoup d'histoires comme ça qui sont ressorties. Suite à ça, il y a aussi eu une révélation il y a pas longtemps, il y a environ un mois et demi, sur le fait qu'il y ait de la nouvelle drogue en fait, qui soit là dans les soirées en boîte et en discothèque notamment, et en France aussi. C'est clairement une réalité du monde et le fait qu'il y ait cette partie qui soit totalement tue quant aux affaires de viol, en soirée et puis en validant le fait que ça soit arrivé parce que les filles étaient sous ou n'étaient plus capables de pouvoir dire oui ou non. C'est des choses qui sont absolument présentes dans notre société et qui sont niées parce que soi-disant ça serait la faute des victimes. Ça met en lumière aussi ce qu'il faut dénoncer, comment il faut le faire. Je pense que pour quelqu'un qui a subi ce type de violence, ça peut aussi être une fonction d'exorcisme quant à ce qui a pu nous arriver. Donc je la conseille, par contre vraiment trigger warning, violence psycho, dépression plus ou moins. C'est plutôt court comme série, il me semble que c'est une mini-série. Donc Michaela Cohen qui a réalisé cette série, elle a aussi été dans Chewing Gum sur Netflix et là pour le coup c'est une série HBO qui est distribuée en France par OCS si vous voulez la voir. Quoi qu'il en soit, je trouve que c'est très bien réalisé, il y a une importance qui est donnée au monde de la nuit, mais aussi au fait de vivre dans la normalité londonienne, entre guillemets, de toutes les discriminations qui se passent, notamment raciales, parce qu'en plus de ça, on parle d'une population qui est racisée. Michaela Cohen, elle est noire, et elle a toute une bande d'amis qui est aussi racisée, qui a eu beaucoup d'immigration en Angleterre, et donc ce sont aussi des enfants de cette période-là, ça revient sur la culture anglaise en elle-même au-delà de l'événement qui est relaté. Ensuite, je vous parle de deux séries françaises, notamment Hippocrate, dont la deuxième saison est sortie cette année. Hippocrate, je pense que vous en avez assez entendu parler. C'est une série Canal où il y a notamment Louise Bourgoin. C'est ce pourquoi la série a été vachement mise en avant aussi au début. Ça va se passer dans le cadre hospitalier. Alors on pourrait croire que dans le contexte actuel ça donne pas envie, mais en fait on va être dans un service urgentiste où va y avoir de nouveaux internes qui arrivent et qui prennent leur poste et qui voient des cas chaque jour. Je trouve que c'est extrêmement bien fait, ça va jamais dans le pathos, il y a quand même des sous-intrigues qui sont assez bien menées, qui sont assez intéressantes et qui me donnent envie de regarder la saison 3. Clairement, j'avais jamais regardé avant cette année et j'ai commencé à la saison 1 en même temps que la saison 2 était sortie, ou quelques jours avant, et je l'ai regardé en même pas 10 jours, donc sincèrement, toute la série jusqu'alors est excellente, je vous la conseille clairement. On en a assez parlé je pense, ça parle de soi. Là on pourrait avoir peur qu'il y ait justement la crise sanitaire qui soit omniprésente. Je trouve qu'ils ont réussi à faire avec énormément de subtilité. J'en avais déjà parlé dans un bilan culturel, mais le réalisateur, c'est aussi un médecin à la base. Et lorsqu'il y a eu tout le contexte sanitaire qu'on connaît, il a arrêté la série, ils ont arrêté la production, ils ont été très impactés par forcément la crise sanitaire. Mais il est revenu à son ancien poste et ça je trouve ça vraiment très louable. Donc on voit que ce sont aussi des personnes qui sont tout à fait engagées et c'est quelque chose que j'essaie de mettre en avant ici. La série française dont je vais vous parler, c'est une série qui est distribuée sur OCS qui s'appelle Jeune Égolerie. C'est une série de Agnès Ursel qui revient sur la vie de Prune qui est jeune stand-upeuse et qui a du mal à se faire, qui a du mal à réaliser son rêve qui est
d'avoir sa scène, de faire ne serait-ce que la première partie de Florence Foresti, ce qui n'est pas rien, entendons-nous, hein. Mais elle galère un petit peu dans son club de stand-up où elle joue tous les soirs. Et il y a un soir, ils vont se donner un gage entre ses amis et elle. Comme à chaque fois qu'il y en a un qui fait moins d'applaudissements que les autres, il y a un homme qui doit avoir la cinquantaine, quarantaine d'années à la terrasse du café que tient sa meilleure amie. Ils vont lui donner le gage d'aller l'embrasser le lendemain après-midi quand il est en train de boire son café. Elle va le faire et au final ils vont nouer une relation amoureuse. Ce qui se passe, c'est que elle apprend au fur et à mesure que cet homme, il a une enfant. Et donc, elle devient belle-mère malgré elle. Et c'est excellemment drôle. C'est une série comique tellement agréable. Je l'ai, là encore, regardée très vite. Ce sont des épisodes courts d'environ 20-30 minutes. C'est 8 épisodes pour la première saison. Elle pensait pas faire une deuxième saison, mais avec l'engouement qu'il y a eu, je pense que ça va revenir. Elle se pose aussi la question. Et moi, j'ai très hâte de redécouvrir Prune et puis de redécouvrir l'enfant dont elle devient la belle-mère malgré elle et qui la déteste et elles se font des coups l'une avec l'autre. Elles n'arrêtent pas et c'est ça qui est drôle, c'est ça qui est excellent. Et la mention spéciale, c'est la série Mytho, qui est une série Arte mais qui est désormais diffusée par Netflix. C'est l'histoire d'une femme qui a une vie qu'elle n'aime plus, où elle sent qu'elle est dans une famille qui ne fonctionne que moyennement, et il y a un jour où elle croit qu'elle a un cancer du sein. Il s'avère que ce n'est pas le cas, mais vu que tout le monde croyait que c'était le cas, eh bien elle va continuer à rester dans ce mensonge-là et elle va faire perdurer cette histoire. J'en dis pas plus, parce que la série a là encore 2 saisons. J'ai trouvé que c'était excellent, que ça dénonçait beaucoup de choses sur la charge mentale, sur la charge familiale, les insécurités qu'on peut avoir même en étant dans un âge plus ou moins avancé, parce qu'elle a la quarantaine, ce que c'est que d'avoir une vie qui n'est pas vivable et qui n'est pas épanouissante. C'est plus ou moins une femme qui arrive à un stade de sa vie et qui dit mais qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que j'ai fait pour en être là, quoi. Et il y a plein de secrets, il y a plein d'histoires de famille, il y a plein de choses qui ressortent. C'est une série dramatique tout de même, même si ça en a pas l'air. Je trouve que c'est là encore très bien réalisé. Je crois que je vais dire ça pour toutes les réalisations dont je vais vous parler, c'est juste que j'y porte beaucoup d'attention. Et puis je vais aller sur les films maintenant. Je vais vous parler de Chungking Express, qui est un film de Wong Kar-wai. C'est un film qui va revenir sur 2 personnes, 2 hommes et 2 femmes. Il y a des récits de vie, des rencontres qui vont s'entrecouper. Leurs personnalités sont rigoureusement opposées. Il y a un couple des deux qui est quand même jeune et qui vit comme tel, qui vit sans vraiment se soucier du lendemain. Quant à l'autre, c'est plus l'inverse. C'est très droit, avec des métiers reconnus. Donc il y a cette segmentation qui se fait, mais il y a aussi cette notion de rencontre omniprésente dans les deux, mais qui est rigoureusement différente. Et on a la sensation que ça ne se passera que sur une nuit, pour chacun d'entre eux. Les 2 intrigues se chevauchent l'une et l'autre, et parfois on peut être perdu. Mais il y a une beauté de la nuit, justement ce rapport au néon qui me plaît énormément. Il y a aussi toute la culture asiatique qui est là, tout comme j'avais adoré l'année dernière In the Mood for Love du même réalisateur. Ici, Chungking Express a réussi à satisfaire tout ce que je voulais. Il y a eu une ode à la jeunesse en même temps et cette dénonciation de la jeunesse déchue qui est très sceptique quant au monde dans lequel elle vit, la difficulté à vivre au niveau économique aussi. Donc c'est vraiment un très bon film qui nous laisse entrevoir une autre culture que la nôtre. Ensuite, pour le coup, je vais revenir sur un film qui s'appelle César et Rosalie. C'est un film avec Romy Schneider. Alors j'ai découvert un amour pour Romy Schneider cette année, notamment avec ce film. Dans ce film, qui a été réalisé à peu près à la même époque que Les choses de la vie, pour lequel elle est très connue, elle joue une femme tiraillée entre 2 hommes. Elle a cet homme avec qui elle vit depuis très longtemps, avec qui elle est mariée. Un vieil amour de jeunesse revient et c'est ce combat entre les 2 hommes pour cette femme qui est synonyme de fascination, d'amour. Tout ce qui va se poser comme question, comme enjeu, c'est est-ce que justement l'amour, n'est-ce pas juste de l'égoïsme pour se satisfaire soi, pour satisfaire son désir, et sans réellement avoir de fondement derrière. La femme va être le centre de l'attention, tout en étant justement la fonction qui dénonce l'égoïsme de chacun des hommes, parce que les 2 ne veulent qu'arriver à leur but. Il y a une très belle image, la photo est vraiment sublime.
c'est une esthétique à la française, avec une volonté de vraisemblance dans l'image, dans les récits qui sont racontés, et on voit qu'il y a vraiment l'influence de la nouvelle vague et de tous les enjeux qu'elle mène, parce que c'est raconter la vie en tant que telle et raconter des histoires tout à fait banales. Ensuite, un autre film que j'ai vu au cinéma, qui s'appelle Slalom, qui est là encore un film français, qui revient sur l'histoire d'une jeune fille qui fait du ski de fond et qui va être agressée par son entraîneur. Elle voit ça comme une relation amoureuse, parce qu'elle est très jeune lorsque ça débute. Et on va clairement avoir affaire à des scènes de pédophilie, donc trigger warning encore une fois. Ça se passe dans les montagnes. Elle est prise dans une formation sport-études et elle va de fait passer toutes ses journées avec son entraîneur. Il va créer et maintenir une tension sensuelle et sexuelle à un instant T, où elle devient une femme, où elle est en proie à sa puberté. C'est vraiment l'utilisation de la jeunesse pour arriver à ses biais. Ce que je note, c'est qu'il y a une attention qui est portée au cadre, à la couleur, avec cette sensation d'enfermement dans de grands espaces. Et c'est ce qu'on peut ressentir si on est mal en montagne notamment, mais il y a cette impression claustrophobe que le personnage reçoit, et ce qu'on attend, c'est qu'elle s'émancipe de tout ça, qu'elle arrive à partir de cet enclos que de fait elle est obligée d'accepter sur le coup parce que c'est une enfant et qu'elle n'a pas la notion de compréhension de ce qu'est l'abus sexuel et de ce que sont les viols et autres violences. C'est l'image qui sert vraiment son propos, parce que je trouve que c'était pas assez approfondi peut-être, mais qu'il y a eu quelque chose qui le rattrapait derrière. Ensuite, un autre film que j'ai vu le même mois au cinéma, qui est ADN de Mai Wen. Alors Mai Wen, j'avoue que je restais beaucoup en réserve, étant donné les déclarations qu'elle avait faites dans un journal plus tôt dans l'année, et je me suis dit, ADN, je l'attends depuis qu'il a été en festival, donc autant que j'aille le voir. Mai Wen réalise et interprète le personnage principal qui se nomme Neige, qui est très attaché à son grand-père qui est algérien, et son grand-père est maintenant assez vieux pour être en maison de retraite. Elle est très très proche de lui, et il y a un jour où il arrive en fin de vie et où elle va aussi chercher ses origines avec un test ADN, et elle va découvrir plusieurs secrets quant à qui elle est, quant à ses origines. Il y a énormément de non-dits, énormément de rancœur dans cette famille. C'est quelque chose qui est omniprésent, et finalement, le grand-père, il était là comme fonction d'appui, et lorsqu'il est parti, où est-ce qu'elle peut se retrouver? D'autant plus que peut-être elle découvre des choses qui font qu'elle n'est peut-être au niveau héréditaire pas forcément sa petite fille, ou du moins pas autant qu'elle ne l'imaginait. Donc c'est ça qui est aussi puissant. L'importance des origines, c'est quelque chose qui tient énormément à Mai Wen en règle générale, qu'elle a réussi à mettre en image ici, sans que le film n'ait besoin d'en faire trop. Ça décrit aussi la difficulté que d'avoir sa nationalité, que d'avoir des papiers lorsque on essaye de refaire le chemin à l'envers. Je saurais pas quoi en dire de plus, mis à part que c'est un film que j'ai beaucoup aimé et que j'ai été agréablement surprise parce que j'avais peur en vue de ses affirmations antérieures. Vous m'excuserez, la lumière change et tourne, mais on va pas se plaindre étant donné qu'il fait très beau aujourd'hui alors qu'on est en décembre. Le film dont je vais vous parler là, c'est Midsommar. C'est un film d'horreur. J'avoue que les films d'horreur, c'est pile ce que je n'ai pas l'habitude de regarder. Ici, ce n'est pas du tout l'image que je pouvais avoir d'un film d'horreur. On va voir une femme qui a subi un drame, avec qui ça ne va pas très bien avec son compagnon. Les deux essaient de relativiser et essaient de renouer leur relation qui est plus ou moins vouée à la perte. Son copain va l'emmener avec lui et ses amis en festival dans les pays du Nord, dans les pays de l'Est. C'est un festival qui reprend toute l'esthétique de Woodstock, donc dans un grand pré avec des fleurs, etc. Et ils vont découvrir la Norvège comme ça. Donc c'est un univers de festival, de drogue, d'alcool. On va aussi voir qu'il s'agit finalement d'une secte. Et que là, ils sont en train de se faire enrôler. Sauf que la plupart des gens ne s'en rendent pas compte parce qu'il y a un des amis qui fait partie initialement de cet endroit. Et ils vont se faire peu à peu embrigader dans ces mentalités avec
avec une pseudo-volonté de paix qui est totalement fausse. En fait, j'ai été tellement étonnée, c'est pour ça que c'est un film qui m'a happée, qui m'a fait rester devant l'image. Je le note tout simplement par la surprise que j'en ai eue. C'est une esthétique visuelle et puis dans les ressorts qui dénotent foncièrement des films d'horreur en règle générale. Je n'aurais jamais pu croire qu'un film d'horreur reprenne l'esthétique de Woodstock avec ses couleurs très pastel et puis ses motifs fleuris. Je vous le conseille si vous avez l'occasion de le voir. Je reviens sur un film français qui s'appelle Le Discours. Le Discours, c'est un film qui a été réalisé par Claire Simon. C'est un documentaire qui revient sur la Fémis et l'entrée à la Fémis, les concours de la Fémis. Au début, je pensais trouver un film comme un de mes films préférés, qui est aussi un documentaire qui s'appelle À voix haute, qui revient pour le coup sur les étudiants en situation de précarité, notamment, pas que, mais surtout, dans la fac Paris 8 et qui vont passer le concours d'éloquence, Eloquentia. Or là, on n'a pas du tout à faire la même chose et c'est plus dénonciateur qu'autre chose parce que Claire Simon a été elle-même étudiante à la Fémis. Elle va nous montrer avec son point de vue comment ça se passe, les problèmes qu'il y a, les choses qui sont bien notées aussi, mais il y a quelque chose qui m'a heurtée, c'est l'importance des quotas. Il faut qu'il y ait dans telle partie autant de femmes, autant d'hommes, autant de racisés, et c'est pas parce qu'il y a une volonté de faire avancer le discours, mais bien que c'est pour cacher un élitisme de cette école à travers la mise en avant pour faire bien. On voit qu'il faut derrière avoir une personnalité, mais que de ça plaise, ça va largement au-delà de la technique, au-delà de la volonté, de la passion. Ça va aussi sur les questions sociales qui sont il faut bien se faire voir. Et surtout dans le cinéma français. Donc on est dans ce chevauchement entre ces professionnels qui pour certains ont des valeurs dans lesquelles je me reconnais et pour lesquelles en face ce sont des gens avec qui je suis rigoureusement opposée. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'elle mène aussi cet affrontement qui est entre les professionnels qui donnent cours et qui choisissent les élèves pendant le concours. C'est que la Fémis c'est un établissement qui ne délivre des cours que par des professionnels, comme quand on fait des conférences notamment, et c'est aussi eux qui font les jurys, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de prof à côté. On voit que toutes les sphères, que ça soit le pôle régional comme le pôle national, ils sont parfois totalement contraires et en fonction des directives politiques de chacun, de si ce sont des établissements privés, si ce sont des professionnels qui sont plus dans la technique, qui sont plus dans l'administratif, ils n'ont pas du tout les mêmes fonctionnements de pensée pour une même industrie. Donc c'est ça qui est intéressant aussi, mais c'est surtout la réalité auquel les jeunes sont confrontés lorsqu'ils doivent arriver à la Fémis. Et ce qui m'a un petit peu dérangée et ce qui est aussi la volonté de la réalisatrice, c'est de montrer à quel point il y en a qui sont devenus des phénomènes alors que ils en valent pas forcément la peine et que c'est juste pour pouvoir se dire qu'il y aura quelqu'un qui sera novateur derrière sans que pour autant la personne ait de quoi faire. On donne pas forcément la chance aux personnes qui ont le plus de choses à dire et c'est aussi ce qu'elle dénonce ici. Elle va beaucoup plus loin avec toutes les questions sociales qui se jouent et la possibilité qu'il y a pour certains et certaines à entrer contrairement à d'autres. Je passe sur beaucoup de films parce que ma vidéo est déjà bien assez longue. Là, je vais continuer avec Une histoire d'amour et de désir, qui est un film que j'ai vu au cinéma. C'est un film que j'ai vu en septembre. Il était au cinéma à cette époque-là et ça va revenir sur l'histoire de deux jeunes qui sont à la Sorbonne dans le pôle lettres. Ils rentrent tous les deux en L1. Il y en a un qui vient de la banlieue parisienne, qui a affaire à deux réalités, celle de son quartier, celle de sa famille, et celle de cet élitisme de la Sorbonne, ce grand établissement dans lequel il entre et dont il n'a pas les codes. Quoi qu'il en soit, il est en lettres modernes et il va prendre une option qui est le cours de littérature érotique arabe du Moyen-Âge, il me semble. Il va rencontrer une jeune femme qui elle aussi est en première année et qui vient d'Abidjan, si je dis pas de bêtises. Elle vient de déménager à Paris et ce sont deux jeunes qui vont découvrir les relations sensuelles, les relations amoureuses et le début du désir. Comme le dit le titre, c'est une histoire d'amour et de désir. C'est la découverte de la jeunesse, la découverte de la vie étudiante dans ce qu'il y a de plus beau quand on peut la vivre correctement, quand on n'est pas loin les uns des autres, quand on est dans un même établissement, quand on peut voguer ensemble en librairie,
quand on peut s'aimer librement, quand on arrive à s'échapper de sa condition initiale et en même temps à l'accepter grâce à l'amour, grâce aux personnes que l'on rencontre et comment on évolue en tant qu'individu. Ce que j'ai beaucoup aimé et ce que je note et ce qui a été noté et ce que vraiment je retiens, déjà il y a une esthétique qui me plaît énormément. C'est dans la réalité, sans en faire trop, c'est la découverte des corps, la découverte de la sexualité palpable, là où c'est d'habitude la femme qui est objet de sensualité, qui est la personne qui découvre, là on voit que c'est l'homme qui est fébrile, qui ne sait pas comment se débrouiller, et c'est quelque chose qu'on ne voit quasi pas dans les films. Et ça fait du bien de voir qu'il y a aussi une notion de fragilité qui peut être représentée au cinéma dans des figures masculines. Donc c'est très très beau, c'est aussi l'importance des origines encore une fois, parce qu'ils sont pas du tout acceptés de la même manière en fonction justement de leurs origines et de leurs origines sociales aussi, et c'est quelque chose que le film met en lumière. Donc ça c'est hyper important et ce sont des dynamiques qui m'intéressent toujours. En plus de ça, il y a des musiques qui sont du coup empreintes de toute la culture dont vient la jeune fille, dont est issu aussi l'homme. On voit à quel point c'est en opposition avec le monde qu'il découvre et à quel point ça se recoupe avec cette notion de beauté qu'il y a dans cet apprentissage qu'il mène à deux. Ensuite, je vais vous parler du film Drunk, qui est un film avec Mads Mikkelsen, qui a gagné un César. Mads Mikkelsen, c'est un homme qui est très sceptique quant à sa vie. Il est très austère, il n'a plus vraiment de relation avec sa femme, il est professeur dans un lycée et il s'ennuie, clairement. Il a une vie qui est relativement déplaisante, qui est pleine de banalités. Et un jour, au détour d'un repas avec ses amis, l'un d'entre eux va évoquer une théorie qu'il a vue, quelque chose d'un petit peu fumeux, sur le fait que l'être humain a besoin de tant de taux d'alcool dans le sang pour pouvoir être totalement heureux. Et donc ils vont mener cette étude ensemble, la mettre en pratique, et là où j'aurais pu croire que ça mettait en lumière le fait de boire et que ça le prônait, ça en était totalement l'inverse, et c'est ça qui m'a retourné. C'est que là encore, tout comme ça a été le cas avec Midsommar, c'est un film auquel je ne m'attendais pas. La résolution a totalement dénoté de ce que j'en pensais, de ce que j'imaginais en regardant le film, et c'est comme ça qu'il m'a beaucoup plu. Donc j'ai pas grand chose à en dire, mis à part que c'est séparé en 4 chapitres qui reviennent justement sur une étude, comme si c'était un mémoire de master ou une thèse qui était testée au niveau scientifique. On revient sur ces hommes et c'est plein de bêtises, alors que c'est un drame social, c'est un drame humain qui revient aussi sur le fait d'être totalement fébrile dans son quotidien, d'avoir une mentalité grise dans le sens où on n'a plus rien à se raccrocher et que c'est peut-être ça qui amène les gens à avoir de l'alcoolisme. Il me semble que c'est quelque chose qui est réellement arrivé en fait, cette histoire. Ça permet aussi d'élever les voix et d'ouvrir les vannes quant à de réels problèmes d'alcoolisme qui sont omniprésents dans notre société et dont on parle pas assez, même si bien sûr il y a des choses qui sont mises en place et dont on connaît le nom, mais que on n'arrive pas à conseiller. Je pense qu'il y a de ça qui revient aussi parce que la population danoise, il me semble, boit beaucoup. Ce film, il est plus sur le fait de montrer à quel point les vies peuvent être tellement austères qu'on arrive à un endroit de non-retour et qu'on n'a plus que ça auquel se rattacher. Ensuite, je vous parle de Scènes de la vie conjugale, qui est un film de Ingmar Bergman, qui est suédois. Comme s'intitule le film, on va revenir sur un couple. C'est tourné au début dans la première scène comme forme d'interview, donc j'ai cru que c'était un documentaire. Ce n'est absolument pas le cas. Dans ce film, Bergman, il va revenir sur ce couple qui semble parfait, c'est-à-dire qu'ils ont une parfaite organisation, ils ont une enfant mais qu'ils savent très très bien gérer, le père est professeur et la femme est là pour s'occuper de sa fille, elle a une relation très très proche avec elle. On voit que le mari est pas forcément présent dans la maison, mais il y a quand même une sensation d'amour, une sensation en fait que les choses sont au bon endroit et donc il n'y aurait pas de problème dans cette famille. Quoi qu'il en soit, là encore, c'est tourné sous forme de chapitres. On voit à quel point le couple est en train de s'effacer, de s'éloigner, et que finalement ça fait des années, mais qu'il ne se l'avouait pas.
Ça advient lorsque le mari arrive vers sa femme et lui dit « Écoute, en fait j'ai rencontré quelqu'un d'autre et je pars demain, je prends l'avion ». Toute la famille est totalement chamboulée et ça va être une série de violences psychologiques, de distance et juste d'attente l'un avec l'autre tout au long de leur vie, d'amour qu'ils rencontrent, dont ils s'éloignent, et est-ce que justement la fonction de mariage ne les a pas raccrochés à quelque chose qui est factice désormais, ou est-ce que justement cet amour il restera toujours là parce qu'on a construit ensemble. Je pense qu'il y a vraiment cette notion-là. Bergman il a réussi à mettre le point à une époque où c'était pas du tout théorisé foncièrement, visuellement au cinéma de cette manière. C'est la violence conjugale, la notion en fait de sentiment qui s'élève à un tel point à un certain instant, on peut peut-être ne plus être maître de soi-même. C'est ça qui nous amène à commettre des actes qui sont totalement hors de morale. Ici, je veux clairement pas valider le fait qu'il y ait des gens qui frappent quelqu'un d'autre ou qui fassent subir des violences psychologiques. C'est juste que c'est ce qu'il essaye de montrer aussi, et je trouve là encore qu'il le fait très bien. Il a une fonction de dénonciation alors qu'il dit lui-même représenter une histoire d'amour, et je pense que c'est aussi quelque chose qui est daté dans le sens où on n'aurait pas forcément la fonction de représenter une histoire d'amour de cette manière-là aujourd'hui. Mais tout comme il y a plein de films que je cite qui, là encore, n'ont pas une représentation de l'amour qui soit correcte à l'heure actuelle, parce qu'on a plein de problématiques qu'on a découvert ou du moins qu'on a mises en lumière et dont on parlait pas auparavant. Quoi qu'il en soit, je trouve que Bergman il a réussi à ramener des thématiques qui n'étaient pas du tout mises en avant à son époque, notamment par un homme, et c'est ce que je retiens beaucoup. Un film dont je vous ai parlé il y a pas longtemps et que vous avez déjà vu mon engouement, c'est Julie en 12 chapitres de Joachim Trier. On voit que j'aime pas mal de films qui sont séparés sous forme de chapitres en fait, mais parce que je trouve qu'il y a une bonne représentation du scénario et des enjeux qui sont dans chaque partie, dans chaque séquence. Ça permet d'avoir une meilleure distinction de tout ce qui joue et de l'évolution des personnages et de l'intrigue. Julie en 12 chapitres, c'est l'histoire de Julie qui ne sait pas trop où elle va dans la vie. C'est-à-dire qu'elle fait des études, puis elle change parce qu'elle n'aime pas cette filière, et ainsi de suite. Elle rencontre quelqu'un, elle le quitte pour retrouver quelqu'un d'autre, et ainsi de suite. Et c'est une femme qui hésite tout au long de sa vie, tout au long de sa jeunesse, et qui n'arrive pas nécessairement à se trouver. Un jour, elle rencontre un homme, un artiste, et elle décide de se mettre avec lui. Ils restent ensemble très longtemps, et lui commence à bien avancer dans sa carrière, pendant qu'elle est toujours dans ses études. Elle finit par devenir photographe, et ils vont vivre l'un et l'autre de cette façon. Sauf que ce qui se passe, c'est que l'homme est plus âgé qu'elle, et qu'il y a un instant où lui commence à être dans un âge où il a envie d'avoir des enfants, mais qu'elle est encore très jeune et qu'elle n'a pas nécessairement envie de devenir mère à cet instant T. Donc ça va être ces questionnements de différence d'âge qui vont être présents, que ça soit dans la relation amoureuse ou la relation amicale, parce que l'homme l'emmène chez des amis qui ont des enfants, donc elle se rend de plus en plus compte qu'elle ne veut pas de cette vie. Peut-être que lui non plus d'ailleurs. Ça va aussi lui faire se rendre compte qu'elle n'a pas nécessairement envie d'être avec lui, ou peut-être qu'à un instant T ce n'est plus le cas. Elle va retrouver quelqu'un d'autre, et ainsi de suite. Il y a des moments de suspens au milieu d'une tranche de vie tout à fait simple dans ce qu'il montre, dans ce qu'elle montre, dans le sens où justement le fait que ça soit noté en 12 chapitres, ça pourrait faire croire qu'il y a une avancée totalement linéaire, là où finalement il y a des chapitres qui viennent entrecouper d'autres et qui sont quasi fantastiques, qui sont oniriques, parce que c'est clairement ça. Que ça soit dans l'intrigue, dans l'histoire elle-même ou dans le visuel, et ça se recoupe énormément. C'est des lumières très claires avec une importance donnée au champ, à l'espace, au cadre, que ça soit les grands espaces, les plans rapprochés, que ça soit les représentations de l'intérieur mais aussi de l'extérieur des rues. Il y a une esthétique aussi littéraire qui me plaît énormément parce qu'à un moment elle devient libraire. C'est un film que j'ai adoré, mis à part la scène de fin que je trouve totalement en dehors du récit lui-même, et j'ai pas compris pourquoi il avait décidé de faire ça. Quoi qu'il en soit, le reste du film est très bon, et il faut encore que je regarde un film antérieur qu'il a fait qui s'appelle Oslo 31 août. Je vous conseille vraiment de le
le voir. Je sais qu'il est sorti il y a quand même pas si longtemps au cinéma, donc il sera sur les plateformes d'ici quelques mois. Mais dès que vous aurez la possibilité, je vous laisse aller regarder ça parce que c'est vraiment l'un des films qui m'a le plus plu cette année au ciné. Je passe au dernier film. Il s'agit des Olympiades de Jacques Audiard. Alors j'en ai parlé dans le bilan culturel du mois de novembre. Si vous voulez, je vous le mettrai en barre d'infos. C'est un film choral où on va rencontrer plusieurs personnages. Une jeune femme qui doit avoir la trentaine, une autre qui est dans la trentaine un peu plus engagée, et puis un homme qui s'appelle Camille. La première femme a un boulot, mais elle est tellement désagréable, tellement mal polie, qu'elle se fait virer dès le début du film. Elle va avoir du mal à pouvoir maintenir son niveau de vie, et elle va demander à quelqu'un de rejoindre sa coloc. C'est là où va arriver Camille, qui lui est en train d'essayer d'avoir son agrégation, qui est professeur mais qui n'est pas encore titulaire. Il va postuler pour la coloc et ils vont avoir une relation sexuelle cette nuit-là. Finalement, il va quand même arriver dans la coloc, ce qui est une très mauvaise idée, mais ça va se faire quand même. Elle développe des sentiments pour lui, etc., etc. J'ai pas envie de m'avancer. Mais il y a un dernier personnage qui est celui qui m'a le plus plu, qui est celui d'une femme qui arrive en fac de droit, alors qu'elle a eu une vie avant, elle est veuve et elle vient du sud, et elle reprend ses études pour retrouver ce qu'elle a peut-être manqué à un instant T où elle est devenue agent immobilière. Quoi qu'il en soit, ces trois parcours, ils vont se rencontrer dans le même quartier des Olympiades à Paris. Mais le seul point négatif que je retiens du film, c'est quand même que le quartier des Olympiades n'est pas un quartier représenté dans le film, c'est qu'on le voit à peine, mis à part les grandes tours qui sont synonymes des Olympiades. En soi, c'est pas ce sur quoi est porté le film, c'est vraiment sur ces vies qui se rencontrent dans un même espace, dans un même quartier. Et que ça soit les Olympiades ou que ça soit un autre, ça aurait pu être la même chose. Néanmoins, le fait qu'ils prennent ce quartier-là, c'est aussi pour montrer une certaine population, et il n'aurait pas eu du tout le même prisme si ça avait été dans Saint-Germain-des-Prés ou en banlieue. Mais on voit cette jeunesse qui commence à rentrer dans la vie plus ou moins active, dans la vie d'adulte, et qui peut avoir de plus en plus de mal à le faire en fonction de son âge, en fonction de sa maturité aussi. Et c'est ça qu'on voit. Le film a été tourné en noir et blanc. C'est une esthétique que j'aime beaucoup. C'est avec des contrastes qui sont très très bien faits. Il y a là encore une volonté de montrer le réel, mais pour le coup, Audiard, il le sublime, et c'est quelque chose qui aurait pu me déplaire parce que Audiard, j'ai un rapport assez compliqué à son cinéma, dans le sens où j'ai dû l'étudier quand j'étais en train d'apprendre le cinéma. Il m'a traumatisée avec son film De battre mon cœur s'est arrêté. J'en ai déjà parlé encore une fois dans le bilan culturel de novembre, mais j'avais vraiment un a priori négatif et le film a réussi à totalement changer mon avis. Je sais pas quoi dire de plus, mis à part que les récits pour la plupart sont plutôt bien avancés, avec quand même une note de plus pour le personnage de Fin, parce que je me suis beaucoup reconnue en elle, et je trouve que l'intrigue autour de ce personnage est beaucoup plus intéressante et beaucoup plus novatrice, et on sent qu'il y a eu des femmes qui sont venues l'aider sur ce film. Il a eu raison de s'entourer correctement avec justement deux réalisatrices, deux scénaristes qui soient là pour l'épauler et pour lui donner un aspect que lui n'a pas et qui est quasi aux antipodes de son cinéma initial qui est très masculin, et c'est grâce à ça que le film réussit à changer totalement par rapport aux autres que j'avais pu voir avant de son cinéma. Donc je vous encourage réellement à le regarder. Sur ce, je vais pas faire les mentions spéciales parce que ça fait déjà plus d'1 heure que je tourne, donc je vais vous laisser ici. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous laisse commenter, aimer, venir me parler sur Instagram, et puis je vous souhaite encore une fois une très bonne année 2022, meilleure que la précédente, je l'espère. Sur ce, ciao.